Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les 10 règles trouvées par un homme échoué sur une île sans nom. Marc Hayon avait 53 ans, mais il en paraissait 10 de moins. Ce qui, dans les circonstances, ne lui servait strictement à rien. Il avait embarqué sur le Celestia Royal un mardi matin au port de Barcelone. Valise à roulettes beige, costume lin froissé. L'air de quelqu'un qui prend une croisière méditerranéenne, non pas parce qu'il en a envie, mais parce que son médecin lui a dit que s'il ne prenait pas de vraies vacances avant ses 54 ans, son cœur prendrait les siennes tout seul. Il voyageait seul. Il avait demandé une table pour une personne au dîner du premier soir, et le maître d'hôtel l'avait regardé avec cette pitié professionnelle parfaitement maîtrisée que seuls les maîtres d'hôtel de croisière savent produire. Il ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé la nuit du jeudi. Un bruit sourd, des lumières qui clignotent, la voix du capitaine sur les haut-parleurs. D'abord calme, puis plus du tout calme. Des gens qui courent dans des couloirs trop étroits. L'eau froide, une froideur absurde, irrationnelle, la froideur de quelque chose qui n'a pas été prévenu qu'on était en Méditerranée en juillet. Un gilet de sauvetage orange dont il n'avait pas assisté à la démonstration d'enfilage parce qu'il regardait son téléphone. Et puis, la plage. Il ne sait pas combien de temps il a flotté. Il sait qu'il a vomi 2 fois, qu'il a perdu une chaussure, et qu'au moment où ses genoux ont touché le sable, il a pleuré. Mais il n'a pas pleuré de soulagement, pas de joie d'être en vie. Juste ce genre de pleurs qui sortent tout seuls quand le corps réalise que la menace immédiate est passée et décide d'évacuer tout le reste en même temps. La plage était blanche, longue, bordée d'une végétation dense et sombre. Aucun signe humain à l'horizon. Pas de lumière, pas de structure, pas de bruit mécanique, juste le ressac, les oiseaux qu'il ne reconnaissait pas, et le soleil qui commençait à décliner vers l'ouest. C'est en remontant la plage qu'il les a vus. Les valises. Il y en avait 11 exactement. Les valises étaient éparpillées sur une centaine de mètres de plage, comme posées là avec une désinvolture qui ne correspondait à aucune physique de naufrage que Marc aurait pu imaginer. Les valises n'étaient pas en tas, elles n'étaient pas regroupées près de l'endroit où les vagues étaient les plus fortes, non. Elles étaient distribuées régulièrement, presque géométriquement, comme si quelqu'un les avait placées en suivant un plan. Certaines étaient à roulettes, d'autres rigides. Une était un sac marin vert militaire. Elles n'appartenaient manifestement pas toutes au même navire, ni à la même époque. Une des valises rigides avait des fermoirs en métal d'un style qu'il associait vaguement aux années 70, et le cuir d'une autre était si craquelé, décoloré, qu'elle semblait avoir passé plusieurs décennies à l'air libre avant d'atterrir ici. Marc a ouvert la première avec des mains qui tremblaient encore. Vide. La deuxième, vide. Il a vérifié les 11. Toutes vides. Pas de vêtements, pas d'objets personnels, pas même la doublure intérieure pour la plupart. Comme si leur contenu avait été soigneusement retiré avant qu'elle soit déposée là. Sauf que, dans chacune d'elles, glissée dans la poche extérieure ou coincée sous un rabat, ou encore scotchée à l'intérieur du couvercle, le même document. Une feuille de papier épaisse, de qualité professionnelle, qui n'avait pas une seule auréole d'humidité malgré le naufrage, malgré les vagues, malgré l'eau. Malgré tout, quoi, parce qu'elle avait été plastifiée. Soigneusement, proprement, avec les bords thermosoudés comme on le fait pour les menus de restaurant ou les documents qu'on veut conserver longtemps. 11 valises, 11 feuilles identiques. Marc a tenu la première sous la lumière déclinante et a lu. Les règles de l'île, document de survie, à lire intégralement avant la tombée de la nuit du premier jour. Conservation de ce document obligatoire, destruction interdite.
Règle numéro 1. Les arbres à feuilles argentées. Il existe sur cette île des arbres dont le dessous des feuilles présente une coloration argentée. Ces arbres produisent des fruits comestibles et constituent votre principale source de nourriture. Vous pouvez les cueillir librement, mais uniquement avec la main gauche. L'utilisation de la main droite pour cueillir ces fruits entraînera une réaction que nous ne sommes pas en mesure de décrire avec précision, mais que les observateurs précédents ont qualifiée, dans leur rapport, de bruyante. Ne demandez pas ce que ça signifie. Vous le saurez si ça se produit, mais vous préférez ne pas le savoir. Règle numéro 2. Le comptage des oiseaux. Chaque soir, avant que le soleil disparaisse entièrement, comptez les oiseaux visibles depuis la plage. Si leur nombre est pair, rentrez dans la végétation et ne regardez pas la mer avant le lendemain matin. Si leur nombre est impair, vous pouvez rester sur la plage. Si aucun oiseau n'est visible, ne comptez pas. Rentrez immédiatement dans la végétation et courez droit devant vous. Règle numéro 3. Les traces dans le sable. Vous trouverez régulièrement des traces dans le sable qui ne correspondent à aucun animal que vous ne connaissez. Ne les suivez jamais. Ne les photographiez pas. Cette règle s'applique même si vous n'avez pas d'appareil photo, par précaution pour l'avenir. Si vous vous retrouvez face à l'entité qui a laissé ces traces, souriez. Montrez un sourire large, les dents visibles. Ne cessez pas de sourire avant qu'elle soit hors de vue. Si elle s'arrête et vous sourit en retour, fermez les yeux. Nous sommes désolés. Règle numéro 4. Les repas. Ne mangez jamais debout. Les repas doivent être pris assis, de préférence avec les 2 pieds à plat sur le sol. Ne mangez jamais dans l'obscurité totale. Et ne mangez jamais en silence. Parlez, chantonnez, toussez si nécessaire, mais produisez un son continu pendant toute la durée du repas. Si à un moment vous avez l'impression que quelque chose mange avec vous sans que vous l'ayez invité, terminez votre repas normalement et ne faites aucun commentaire à voix haute. La politesse est votre meilleure protection. Règle numéro 5. La zone du centre de l'île. Il y a au centre de l'île une zone que vous reconnaîtrez parce que tous les oiseaux l'évitent et que la végétation y pousse en cercle parfait. N'entrez pas dans cette zone. Si vous vous retrouvez dans cette zone sans vous en souvenir, il est trop tard pour que cette règle vous soit utile. Mais nous l'incluons ici par souci d'exhaustivité. Règle numéro 6. Le chiffre 3. Ne prononcez jamais le chiffre 3 à haute voix. Utilisez des périphrases. 2 et 1, la moitié de 6, 1 de plus que 2. Cette règle semble absurde et nous le reconnaissons volontiers. Ne la transgressez pas. Règle numéro 7. Le puits. Il y a un puits dans la partie nord de l'île. L'eau en est potable et fraîche. Buvez-y autant que vous voulez, mais ne regardez jamais au fond du puits. Si quelque chose dans le puits vous parle, répondez poliment et éloignez-vous sans vous retourner. Si quelque chose dans le puits vous appelle par votre prénom, ne répondez pas. Ne montrez aucune réaction. Surtout, ne vous demandez pas comment la chose connaît votre prénom. Ce genre de questions ne mêle nulle part de satisfaisant. Règle numéro 8. Le sommeil. Dormez toujours en position fœtale, le côté gauche vers le bas. Ne dormez jamais sur le dos. Si vous vous réveillez sur le dos, levez-vous immédiatement et faites le tour de votre emplacement de sommeil dans le sens anti-horaire exactement 7 fois. Pendant ce tour, ne regardez pas vos mains. Si pendant votre sommeil vous rêvez d'un homme en imperméable beige qui vous demande ce que vous avez fait le 14 mars 2019, ne répondez pas. Si vous répondez, la règle suivante devient caduque, ce qui est regrettable. Règle numéro 9. La brume. Certains matins, une brume épaisse couvre l'île au lever du soleil. Pendant toute la durée de cette brume, ne touchez rien que vous n'étiez pas en train de toucher avant qu'elle apparaisse.
Ne déplacez aucun objet. Ne changez pas de position. Attendez. La brume se lève toujours avant midi. Sauf une fois, mais nous préférons ne pas parler de cette fois, par respect pour les personnes impliquées. Règle numéro 10. Un jour, un bateau apparaîtra à l'horizon. Il sera blanc, avec une bande bleue sur la coque. Faites des signes, criez, utilisez tous les moyens à votre disposition pour attirer son attention. Il s'arrêtera, il enverra une chaloupe. Montez dans la chaloupe sans poser de questions sur l'équipage. Montez à bord du bateau sans poser de questions sur la destination. Mangez ce qu'on vous sert sans poser de questions sur les ingrédients. Quand vous arriverez à destination et qu'on vous demandera de remplir un formulaire, remplissez-le honnêtement. Tous les champs, y compris ceux qui vous sembleront sans rapport avec votre situation, surtout ceux-là d'ailleurs, signez avec votre nom complet. La 3e page demande votre signature une 2e fois en bas à gauche. Ne l'oubliez pas. La plupart des gens l'oublient. Nous préférons ne pas préciser les conséquences. Ce document a été préparé avec soin par des gens qui vous veulent du bien. Respectez ces règles, toutes ces règles. Nous comptons sur vous. Marc a relu le document 2 fois, puis il l'a posé sur le sable à côté de lui et il a regardé l'océan pendant longtemps. Il avait été comptable pendant 22 ans. Il avait traversé un divorce, 2 burn-out et une période de 3 mois où il mangeait principalement des céréales au dîner parce que cuisiner lui semblait demander un effort narratif qu'il n'était plus capable de fournir. Il était quelqu'un de raisonnable, un homme de chiffres, de colonnes, de réalité vérifiable. Il a relu le document une 3e fois. Puis, il a soigneusement replié la feuille plastifiée, l'a glissée dans la poche intérieure de sa veste de costume, toujours humide, toujours inutile, et s'est levé pour aller explorer la végétation avant la nuit. Les premiers jours se sont passés étonnamment bien. Il avait trouvé les arbres à feuilles argentées le matin du 2e jour, exactement comme décrit. Des arbres d'une dizaine de mètres, dont le dessous des feuilles captait la lumière d'une façon légèrement irrationnelle, irréelle, et dont les branches basses portaient des fruits ovales, vaguement jaunes, qui avaient le goût de quelque chose entre la mangue et la poire. Il avait cueilli le premier avec la main gauche, par réflexe prudent, et l'avait mangé debout avant de se souvenir de la règle numéro 4, ce qui l'avait obligé à s'asseoir immédiatement en plein milieu de sa bouchée et à chantonner « La vie en rose » à mi-voix. La seule chanson qui lui soit venue spontanément, pendant les 10 minutes qu'avait duré son repas. Il avait trouvé le puits, il avait bu. Il n'avait pas regardé au fond, pas parce qu'il croyait aux règles, mais parce qu'il était comptable et que les comptables évaluent les risques. Il avait compté les oiseaux chaque soir, parfois pairs, parfois impairs. Il avait obéi sans trop se demander pourquoi. Il avait d'ailleurs aussi évité de prononcer le mot « 3 ». Ça, c'était plus difficile. On dit « 3 » beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il avait commencé à réorganiser mentalement ses phrases avant de les prononcer à voix haute, ce qui lui donnait l'air, s'il y avait eu quelqu'un pour le voir, de quelqu'un qui répète un discours compliqué en permanence. Il n'avait pas trouvé la zone au centre de l'île parce qu'il n'était pas allé au centre de l'île. Cette règle lui semblait la plus simple à respecter. Quant aux traces dans le sable, il en avait vu. La 2e nuit. Une piste qui longeait le bord de l'eau. Des empreintes qui ressemblaient à des pieds humains, mais avec un écartement entre les orteils qui n'avait rien d'humain. Il avait regardé ailleurs. Il avait continué à marcher et avait souri largement dans la direction générale des traces par précaution, sans même voir ceux qui les avaient faites. Parce que la règle numéro 3 ne précisait pas qu'il fallait être en présence de l'entité pour sourire, et mieux valait trop de prudence que pas assez. Pour l'instant, tout allait bien. Enfin, relativement. C'est le 9e jour que tout a déraillé. Marc avait bien dormi, aussi bien qu'on peut dormir sur un lit de feuilles larges avec une veste de costume humide en guise de couverture. Ce qui signifie dormir d'un sommeil d'épuisement assez profond pour ignorer l'inconfort, mais pas assez pour ne pas remarquer les bruits.
Il s'était réveillé sur le côté gauche, ce qui était bien. Il n'avait pas rêvé d'un homme en imperméable beige cette fois-ci, ce qui était encore mieux. Le matin était clair, sans brume. Il avait bu au puits. Il avait cueilli des fruits à feuilles argentées, main gauche, puis les avait mangés assis, en chantonnant. C'est après le petit déjeuner, en rangeant sa feuille plastifiée dans sa poche, qu'il a réalisé qu'il ne se souvenait plus exactement de la formulation de la règle numéro 4. Il a sorti la feuille, il a relu. Ne mangez jamais en silence, parlez, chantonnez, toussez si nécessaire, mais produisez un son continu pendant toute la durée du repas. Il s'est arrêté. Il avait chantonné pendant le repas, ça, il en était certain. Mais à un moment, pendant environ 15 secondes, peut-être 20, il avait essayé de se souvenir des paroles du deuxième couplet de La vie en rose. Et pendant ces 15 ou 20 secondes, il avait été parfaitement silencieux. La bouche occupée à mâcher, la tête occupée à chercher des paroles, et aucun son, aucun ne sortant de lui. Il a regardé autour de lui. La végétation était plutôt calme. Les oiseaux qu'il entendait habituellement à cette heure-là du matin, ce fond sonore constant de cris et de froissements d'ailes, s'était tu. Complètement. Le silence sur l'île était maintenant d'une qualité différente de tous les silences qu'il avait connus jusque-là. Pas l'absence de bruit, mais quelque chose d'actif, de positionné, comme si le silence lui-même était une direction et qu'il était orienté vers lui. Marc a toussé, puis il a commencé à parler. Il disait n'importe quoi à voix haute, par exemple les courses qu'il faudrait faire en rentrant, le nom de ses collègues de bureau, les capitales européennes dans l'ordre alphabétique, parce que la règle disait pendant la durée du repas, et qu'il avait encore un fruit à terminer et qu'il n'allait pas s'arrêter de manger maintenant. Il a fini son fruit en récitant les capitales européennes. Il a attendu, et rien ne s'est passé. Pendant 1 heure, rien. Les oiseaux ont repris leur activité progressive, le vent a soufflé normalement. Les vagues sur la plage au loin ont retrouvé leur rythme habituel. Marc a failli se convaincre qu'il avait imaginé le silence. C'est le soir, au moment de compter les oiseaux avant le coucher du soleil, qu'il a remarqué la chose. À la lumière de la végétation, à une vingtaine de mètres de lui, quelque chose se tenait immobile dans l'ombre des arbres. Il ne pouvait pas les voir en détail. La lumière était mauvaise, et cette chose avait la particularité troublante de se diluer exactement là où le regard glisse naturellement. Dans cet angle mort entre la vision directe et la vision périphérique. Chaque fois qu'il essayait de la regarder franchement, elle semblait se décaler légèrement, toujours juste hors de mise au point. Mais il savait qu'elle était là. Et il savait, sans pouvoir expliquer comment, qu'elle était là depuis ce matin. Il a compté les oiseaux, nombre impair. Il pouvait rester sur la plage, alors il l'a fait. La chose dans les arbres est restée aussi. Toute la nuit, Marc a dormi sur le côté gauche en chantonnant très doucement, les yeux fermés, en essayant de ne pas penser aux 15 secondes de silence de ce matin. Ce n'est qu'à l'aube, quand la lumière a commencé à changer, qu'il a entendu, venant de la lisière, de l'endroit précis où la chose se tenait, un son qu'il ne pourra jamais décrire correctement à quiconque, parce que le langage humain n'a tout simplement pas été conçu pour ça. Ce qu'il peut dire, c'est ceci. Ça ressemblait à quelqu'un qui essaie d'apprendre à manger. Marc a sorti sa feuille plastifiée, il l'a tenue contre sa poitrine dans le noir, comme on tient quelque chose à quoi on ne croit pas vraiment, mais dont on se rend compte trop tard qu'on aurait dû. La règle numéro 4 était très claire. Si à un moment donné vous avez l'impression que quelque chose mange avec vous, sans que vous l'ayez invité, terminez votre repas normalement et ne faites aucun commentaire à voix haute. La politesse est votre meilleure protection. Il avait fait la moitié de ça. Il avait terminé son repas. Mais il avait aussi, sans réfléchir, à voix haute, dans les secondes de panique qui avaient suivi la réalisation du silence, qu'il avait parlé clairement, distinctement à voix haute,
et il avait dit « Oh non ». 2 mots, un commentaire, une réaction. La chose dans les arbres a fait un son une 2e fois. Mais cette fois-ci, il était plus près. Et Marcaillon, ancien comptable, homme de chiffres et de réalité vérifiable, a regardé les 10 règles plastifiées qu'il tenait dans ses mains tremblantes. Et il a réalisé pour la première fois qu'elles avaient été plastifiées non pas pour survivre au naufrage, mais pour durer, pour être lues par le prochain, et le prochain après lui, et tous ceux qui viendraient après, parce que personne, apparemment, jamais en aucun cas, ne réussissait à respecter toutes les règles. Et quelque chose sur cette île depuis très longtemps comptait là-dessus.